Bien. Donc là, on va aujourd'hui mettre l'accent sur les différentes étapes de la méthodologie de Box et Jenkins. Est-ce que c'est bon pour le partage de l'écran? Oui, monsieur. Très bien. Oui, monsieur, c'est bon. Très bien. Donc, je vais juste reprendre les différentes étapes de cette méthodologie et par la suite, nous allons bien analyser et bien comprendre toutes ces étapes à travers des exemples. Il s'agit en fait de 3 séries. On va les voir ensemble tout à l'heure. Alors, commençons tout d'abord par la première étape. Étant donné une série YT, la première chose à faire, c'est une analyse du graphique et du corrélogramme. Et quand je dis corrélogramme, il s'agit aussi bien donc du corrélogramme partiel que du corrélogramme en fait total. Simple, pardon. Bien. Alors, à partir de cette analyse, on peut avoir une première idée sur le comportement, on va dire, de cette série. Est-ce que cette série présente une allure de type stationnaire ou non stationnaire? Est-ce qu'elle présente une tendance ou non, de type TS, DS? On ne sait pas encore, c'est juste une première intuition à travers l'analyse du graphique et du corrélogramme. Ensuite, il s'agit également d'analyser si il y a lieu ou non d'analyser ou de plutôt d'identifier la saisonnalité. Est-ce que la série présente une sorte de saisonnalité ou bien non? Tout ça à travers l'analyse du graphique. Par la suite, il s'agit bien entendu, si notre série présente en fait une allure même non stationnaire ou stationnaire, on doit en fait le confirmer par un test de stationnarité. Vous suivez, ok? C'est bon, vous suivez? C'est bon. Oui, monsieur. Bien. Alors, le test de stationnarité, donc, il va confirmer ou non notre intuition. Est-ce que notre série est stationnaire ou non? Nous avons vu donc les différents tests de stationnarité de type de Key-Filler augmenté ou de type Philippe Perron. Par la suite, on peut, étant donné bien sûr l'analyse de la stationnarité ou le test de stationnarité, donc soit on a une série de type TS, dans ce cas-là, il faut faire une sorte de régression sur le temps, soit si on a une série donc, de type DS, il s'agit de passer aux différences premières. Bien. Par la suite, on obtient notre série stationnaire, YT. Donc, on doit stationnariser notre série. Si notre série est stationnaire, tant mieux. Si notre série n'est pas stationnaire, on doit bien sûr travailler avec une série stationnaire. Par la suite, on va encore faire une analyse des corrélogrammes simples et partiels. Cette analyse, c'est elle qui va nous permettre d'identifier notamment les ordres P et Q de notre processus ARMA. C'est-à-dire, donc là, on va passer à une sorte d'estimation, d'accord, de YT, et on va essayer de voir, de déterminer les ordres P, les retards. Donc P pour la partie donc, auto-régressif. Rappelez-vous, donc on avait dit donc P, ça c'est pour la partie donc AR, d'accord? Et bien Q pour la partie donc MA, moyenne mobile. Donc notre objectif, c'est d'exprimer YT en fonction de ce retard, d'accord? YT moins P, et en fonction également donc d'un bruit blanc aussi décalé dans le temps. Donc on va déterminer le P et on va déterminer le Q à travers, bien sûr, l'analyse du corrélogramme simple et partiel. Alors, le corrélogramme simple, ça va en fait nous permettre d'identifier le paramètre Q de MA. Le corrélogramme partiel va nous permettre d'identifier le paramètre P de la partie donc AR autorégressif. Bien. Par la suite, nous allons bien sûr passer à l'estimation des paramètres. Quand je dis les paramètres, bien sûr, les paramètres donc pour le processus AR ici,
Donc, ce sont les paramètres, on avait vu donc ça, θ, i. Et pour le processus MA, moyenne mobile, ce sont les paramètres alpha, alpha, i. Bien. Une fois qu'on obtient, qu'on obtient en fait donc une estimation de ces paramètres, donc pour bien sûr le processus AR autorégressif, donc c'est une estimation de type MCO classique. C'est un peu plus compliqué donc pour le paramètre en fait les paramètres donc de moyenne mobile, où il s'agit de passer en fait donc à une procédure de type balayage. D'accord, que en fait c'est une procédure un peu donc délicate, mais vous pouvez en fait la consulter au niveau donc du cours pour comprendre toutes ces étapes-là. Donc c'est pas en fait pour nous c'est vraiment ça l'objectif, et il suffit juste donc Evius, hein, Evius qui va faire en fait toutes ces estimations, et il suffit juste d'interpréter les résultats. Alors le premier donc la première chose à faire, c'est en fait à interpréter les résultats du test student classique. Donc, on applique ce test-là pour avoir une idée si les coefficients sont significatifs ou non. Donc, s'il y a des coefficients qui sont non significatifs, donc il faut les supprimer. Donc, ça, c'est très important, on va le voir. Donc, si on a des coefficients qui ne sont pas significatifs, entre autres la constante ou des coefficients alpha ou θ qui sont non significatifs, on va en fait les supprimer de notre modèle. Par la suite, on va également essayer de tester nos résidus. Sont-ils des bruits blancs? D'accord? Pour cela, en fait, on va faire deux types de tests, mais si c'est non, c'est-à-dire si nos séries, nos résidus ne sont pas des bruits blancs, dans ce cas-là, il faut ajouter donc l'ordre P ou Q, donc un ordre, c'est-à-dire si on avait choisi par exemple P égale à 1, il faut passer à P égale à 2, etc., etc. C'est-à-dire on va reprendre toutes ces étapes-là, d'accord? Donc voilà, il faut reprendre ces étapes-là, c'est-à-dire on va changer l'ordre P et Q. Si c'est oui, dans ce cas-là, on peut faire donc une prévision pour donc, notre modèle ARMA, et surtout par la suite, il s'agit de recolorer la série à travers bien sûr l'ajout donc le coefficient de saisonnalité, d'accord, que nous avons normalement, que nous devrions identifier dès le début. C'est-à-dire cette notion de saisonnalité, elle va intervenir juste à la fin, d'accord, au niveau donc de la série finale. On parle dans ce cas-là, si vous voulez, d'un processus SARIMA. Alors, dans le cadre de ce cours, on va surtout mettre l'accent sur les processus en fait ARIMA, d'accord. Pour les processus ARIMA, vous allez les voir en détail l'année prochaine, Inch'Allah, au niveau de la matière technique de prévision. Est-ce que c'est clair au niveau des différentes étapes de la méthodologie de Box and Jenkins? Oui, monsieur. Avez-vous des questions avant de passer au premier exemple? Monsieur. Oui. Monsieur, concernant la saisonnalité. Oui. Monsieur, comment on détecte la saisonnalité? Voilà, donc la notion de saisonnalité, en fait, comme je viens de le dire, Nouhé, vous allez la voir en détail, Inch'Allah, l'année prochaine au niveau de la matière technique de prévision. Donc, pour l'instant, tu vas l'oublier. Mais en fait, graphiquement, on peut détecter, donc on a une série donc, qui présente une saisonnalité ou bien non, à travers, en fait, notamment le comportement de la série dans le temps. Si on a une série qui est en fait mensuelle, on peut détecter, par exemple, une saisonnalité de type, par exemple, chaque 4 mois, il y a des pics, soit en fait des pics vers le haut ou des pics vers le bas, ainsi de suite. Donc, mais cela, en fait, comme je viens de dire, vous allez en fait avoir tout un cours sur cette notion de saisonnalité. اي مسيو معناها انا كي تجيني ان سيري نجم بالكوريلوغرام نطلع على السيزوناليتي نتاعها باش نجم نعملها إليميناسيون. D'accord, c'est ça. Mais voilà, c'est ça. Mais la saisonnalité, elle va intervenir qu'à la fin. Voilà. Qu'à la fin. C'est-à-dire là, on va l'oublier. La saisonnalité, on va l'oublier. On va la laisser à la fin. D'accord? ما خاطر انا مسيو معناها بقيت نتبع في لي زيتاب الاولانيه فيها انه معناها تو فيريفي لا سيزوناليتي سينو معناها تو إليمين كان معناها سي il existe on va oui Noël, la en fait, recherche de la ce qu'on veut dire par éliminer, c'est-à-dire on l'oublie,
La saisonnalité, on l'oublie complètement. On va en fait juste la reprendre. Si elle existe, bien sûr, si elle est là, juste au niveau de la, voilà, à la fin. On dit recoloration de la série. D'accord? D'accord. Bien. Alors, maintenant, donc, on va... voilà, donc, on va traiter le premier exemple. Voilà. Bien. Voilà. Il s'agit en fait de 3 processus, X1, X2, X3, connus sur 220 périodes. Supposons que la période, c'est le mois. Donc, observez, donc, si vous voulez, sur 220. Donc, ce sont des séries mensuelles, si vous voulez. Alors, il y a en fait 3 choses qu'on vous demande de faire. La première, donc, c'est d'analyser leurs propriétés stochastiques. Donc, quand on dit propriétés stochastiques, ça veut dire qu'on veut bien identifier si les séries sont stationnaires ou non stationnaires. Puis par la suite, on vous demande d'identifier le cas échéant l'ordre de processus, donc ARMA, d'accord? Donc là, on va déterminer donc, les retards PEQ. Et puis par la suite, ce qui est en fait intéressant, c'est toujours de faire des prévisions. Donc à l'issue en fait du comportement de la série dans le temps, dans le passé, on peut avoir une idée sur son comportement dans le futur. D'accord? Bien. Alors, on va commencer par la première série, le premier donc, processus X1. Donc là, en fait, nous avons, voilà, donc if-use. Donc notre processus, donc premier processus X1, il est là. Donc il est observé, donc si vous voulez, bon, juste un exemple, hein, le premier mois donc, de l'an 2000 jusqu'au le 4e mois de l'an 2018, donc jusqu'au mois d'avril 2018. Donc on a au total 220 observations, pardon. Donc je clique sur X1. Voilà, donc j'obtiens en fait ma série, voilà, observée à travers donc le temps. Je vais commencer tout d'abord par, voilà, le graphique. Donc la première chose à faire, on avait dit, donc toujours il faut, en fait, on va respecter les différentes étapes. Donc analyse du graphique et du corrélogramme. Donc la première chose, donc graphique, pour avoir une première idée, d'accord, sur en fait le comportement de la série dans le temps. Alors, qu'est-ce que vous remarquez au niveau de ce graphique? Avez-vous donc une interprétation pour ce graphique? Oui? Qu'est-ce que vous remarquez? Vous voyez avec moi le graphique ou non? Oui, monsieur. Il y a une tendance haussière. Voilà, on remarque très bien une tendance à la hausse. Donc, si en fait on a une tendance à la hausse, cela veut dire que notre série, elle est stationnaire ou non stationnaire? A priori, mané. Non stationnaire. Non Voilà, stationnaire. donc non stationnaire. Voilà, regardez bien. Notre série, donc, elle présente une certaine tendance. Cette tendance à la hausse, on ne sait pas si elle est déterministe, si elle est donc la cause, est-ce que l'espérance, ou bien si elle est en fait de type DS, c'est-à-dire on ne sait pas si c'est la variance qui est la cause de cette tendance. Donc pour cela, on va passer aux différents tests, d'accord, de stationnarité. Mais avant, on va également essayer de voir le corrélogramme. Donc, le corrélogramme, on peut même se contenter ici donc, de 20 observations, de 20 retards, c'est largement suffisant. Donc, on passe au corrélogramme. Voilà le corrélogramme de la série. Qu'est-ce que vous observez, qu'est-ce que vous remarquez au niveau du corrélogramme? Regardez, donc ça, c'est l'autocorrélation, d'accord, simple. Ça, c'est l'autocorrélation partielle. Voilà les valeurs de l'autocorrélation simple et partielle. Et ça, c'est la statistique de la Jingbox et la probabilité associée. Alors, essayons tout d'abord de commenter l'autocorrélation simple ici. Qu'est-ce que vous remarquez? Oui. L'autocorrélation simple, il dépasse les bornes supérieures à l'intervalle de confiance. Voilà, donc les petits là, les petits, on va dire crochets ou les petits tirés, ce sont donc les intervalles de confiance. C'est vrai que ça dépasse, mais encore, nous,
qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a aussi une certaine décroissance qui est très lente. Est-ce qu'elle s'annule l'autocorrélation simple en fin de compte? Non, elle s'annule pas. Donc, voilà, vous remarquez bien qu'elle ne s'annule pas, elle dépasse les intervalles de confiance. Donc, ça, c'est une caractéristique d'une série comment? D'une série non stationnaire. Même, on remarque aussi un pic très important au niveau de l'autocorrélation partielle. Regardez au niveau du premier retard, regardez, c'est un pic qui est très, très important, qui dépasse largement l'intervalle de confiance. Également, la statistique de Legend Box, elle nous renseigne sur quoi, cette statistique? La statistique de Legend Box, c'est quoi le test qu'on effectue là? Pour la statistique de Legend Box, c'est quoi le test qu'on effectue? Oui? Pour vérifier le processus en mémoire. C'est tout. Oui? Oui, donc dans ce cas-là, c'est quoi le corps des tests d'hypothèse qu'on applique? H0, H1, c'est quoi? En fait, pour ce test-là? Rho égale à rho 1 égale à rho 2 égale à toutes les rho égale à 0. Il existe au moins un rho différent de 0. Voilà, très bien. Donc, dans notre cas, est-ce qu'on va rejeter ou accepter H0 ici? Les rho différents de 0. Voilà, donc ce sont des rho différents de 0. Cela veut dire quoi si les rho sont différents de 0? on rejette à 0. Et on accepte. Donc, on rejette à 0, c'est-à-dire qu'on a un processus avec mémoire ou sans mémoire? Avec mémoire. Donc, voilà, on a en fait un processus avec mémoire. Donc, tous les roues sont différents de 0, d'accord? Donc, il s'agit bien d'un processus avec mémoire. Et par la suite, on peut dire que est-ce qu'il s'agit d'un bruit blanc ici? Non, ce n'est pas un bruit blanc. Les roues ne sont pas différents de 0. Donc, c'est aussi donc, une des caractéristiques d'un processus qui n'est pas stationnaire. D'accord? Bien. Donc là, on est toujours au niveau de la première étape, c'est-à-dire on est en train, regardez bien la première étape, on est en train d'analyser donc le graphique et le corrélogramme de notre série. Bien entendu, donc le graphique, il ne permet pas de détecter une saisonnalité, donc absence de saisonnalité, on n'a pas de saisonnalité, donc juste une tendance à la hausse. Si c'était saisonnalité, donc bien sûr, on peut l'identifier donc facilement. Par la suite, on va maintenant confirmer notre première donc intuition, notre première lecture du graphique à travers donc le test de stationnarité. Bien, alors on peut passer donc on peut donc, effectuer soit le test de ADF ou bien de Felipe-Perron. On va changer, donc cette fois-ci on va appliquer si vous voulez donc le test de Felipe-Perron. Donc c'est la même chose, hein? Donc d'accord. Juste la seule différence entre Felipe-Perron, ce que le Felipe-Perron, il tient compte d'une possible hétérozétaticité des erreurs par rapport au test donc, de Dickey-Filler. Bien, alors, bien sûr, on va appliquer la stratégie séquentielle de test. On doit commencer par le modèle 3. Le modèle 3, rappelez-vous, là où il s'agit en fait d'intégrer aussi bien la tendance, donc chant, and intercept, donc c'est la constante. Également, donc là, on peut donc soit se contenter d'une en fait sélection automatique selon l'UI-West bandwidth donc proposée par eViews, ou bien donc on peut aussi donc spécifier nous-mêmes donc le retard, donc user specified ici égal à 4. Donc on va en fait laisser eViews ou laisser par défaut donc une sélection automatique telle que préconisée par eViews. Et on va maintenant commencer par le modèle 3. Alors, le modèle 3, on va mettre l'accent sur quel paramètre? Rappelez-vous, pour le modèle 3, on va mettre l'accent sur quel paramètre? La tendance. La tendance, très bien. Donc, on va tester si notre tendance
est significative ou bien elle n'est pas significative. Alors pour cela, donc on va commencer. Donc voilà ce qu'on obtient. On obtient tout d'abord donc la statistique de Philippe Perron, d'accord? Donc la probabilité correspondante, on a aussi donc les valeurs critiques de cette statistique, on va les interpréter, on va interpréter toutes ces valeurs-là. Et puis on a en fait un tableau donc, dans lequel on a ici, donc il a pris comme retard donc un seul, regardez bien, donc x1 moins 1, donc un seul retard. Là, c'est la constante et là, c'est la tendance. Ce qui nous intéresse au niveau du modèle 3, c'est surtout la tendance. Mais avant cela, essayons de voir tout d'abord, est-ce que notre série, est-ce qu'elle est bien stationnaire ou bien elle n'est pas stationnaire? Rappelez-vous donc ici, notre hypothèse nulle, x1 has unit root. Donc notre processus x1, il présente une racine unitaire. Donc ici, si on voit la probabilité qui est égale à 0,5466, est-ce que c'est inférieur ou supérieur à 5%? Supérieur. Donc on accepte ou on rejette H0? N'est pas stationnaire. On accepte On H0. rejette H0. Hein? N'est pas On accepte ou on rejette? Accepte H0. On accepte. On accepte H0. Donc, notre processus, il présente bien une racine unitaire. Donc, notre processus n'est pas stationnaire. Donc, étant donné que notre processus n'est pas stationnaire, donc on ne peut pas interpréter donc, directement la probabilité ici donc, de la tendance, mais plutôt on va comparer la T statistique avec la table, d'accord? La table de Darboux, donc la table de Dickey-Filler, donc que normalement, donc c'est une donnée, hein, cette table-là, c'est une donnée, donc on la retrouve ici, voilà. Donc là, on a la table de la distribution, on est donc au niveau du modèle 3, d'accord? On s'intéresse à la tendance. Bien sûr, donc le nombre d'observations, il est égal à 220, donc c'est très proche de 250, donc on vous donne en fait ici uniquement donc un palier de 25. Donc, c'est très proche de 250. Là, on a donc le seuil de 5%, si vous voulez, c'est 3,12. Au seuil de 2%, 3,49. Bon, généralement, c'est 1%, pas 2%. Hein. Et puis, donc, la tendance, donc, bien sûr, au seuil de 10%. Alors, nous avons trouvé ici, donc, la valeur T statistique, c'est 1,86. 1,86, on remarque qu'elle est très inférieure, que ce soit au seuil de 1, de 5 ou de 10%. Donc, ce qu'on peut conclure, c'est que notre série, que notre tendance, est-ce qu'elle est significative ou non significative? Si on trouve que la T calculée est inférieure à la T tabulée, on rejette ou on accepte H0? On rejette. Lorsque la T calculée est inférieure à la T tabulée, on accepte ou on rejette H0? On accepte H0. On accepte H0. Donc, la tendance est bien égale à 0. Donc, la tendance n'est pas significative. Voilà. Si la tendance n'est pas significative, donc on passe au modèle 2. Bien. Donc, je répète. Donc, on a ici, donc, la première étape, rappelez-vous, la stratégie séquentielle de test de Dickey-Filler. Donc, donc, on commence par le modèle 3. On teste la tendance. Si la tendance n'est pas significative, là, on passe au modèle numéro 2. Donc, toujours dans View, Unit Row Test. Donc, on va choisir maintenant donc, uniquement d'intégrer dans notre modèle la constante. Voilà, donc je clique sur OK. Très bien. Donc là, on a uniquement la constante. Comme d'habitude, je commence par analyser ici, d'une manière générale, le comportement de mon processus X1. Je remarque que la probabilité de rejeter à tort H0 alors qu'elle est vraie est égale à 0,98, qui est largement supérieure à 5%. Donc, on accepte ou on rejette H0? On accepte H0. Voilà, on accepte H0. Donc, toujours notre processus X1, il présente toujours une racine unitaire. Dans ce cas de figure, voilà, on va maintenant passer à tester la tendance. La T tabulée de la tendance est égale à 4,17. Donc, j'ai ici le modèle 2. La constante, elle est là. Donc, j'ai les valeurs donc, T tabulées. Je remarque que le T calculé, 4,17, est supérieur aux différentes valeurs de T tabulées, que ce soit au seuil de 1, de 5 ou 10%.
Donc, est-ce qu'on accepte ou on rejette H0 lorsque la T calculée est supérieure à la T tabulée? On rejette. On rejette. Voilà, rejette on rejette H0. Donc, notre constante, elle est bien significative. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a en fin de compte? On a un processus qui n'est pas de type TS, puisque la tendance déjà, donc au niveau de la modèle 3, donc on l'a déjà éliminé. C'est un processus de type DS avec dérive ou sans dérive, yani avec constante ou sans constante? Avec des dérives significatives. Très bien, Rachel. Donc c'est avec dérive puisque la constante, elle est significative. Donc on a bien un processus DS avec dérive. Donc notre conclusion, notre série donc X1, c'est une série qui n'est pas stationnaire, c'est une série donc de type DS avec dérive, c'est-à-dire avec constante. Maintenant, dans le cas où on a une série qui n'est pas stationnaire, donc de type DS, qu'est-ce qu'il faut faire pour la rendre stationnaire, cette série? Oui. Différentes premières. Donc, il faut passer, bien sûr, aux différences premières. Donc, pour cette raison, donc, on va passer donc, d'une série X1 à une série DX1, c'est-à-dire donc à une série donc qu'on va les différencier une fois. Donc là, je peux donc commande générer, donc génère une autre série, d'accord, que je vais appeler DX1, voilà, égale, donc différence, donc première DX1, et je vais différencier une fois, donc DX1 une fois. Voilà, donc normalement, c'est bon, donc j'ai cliqué sur OK. Normalement, là, donc j'aurai, regardez bien au niveau de mes variables, donc DX1. Donc, je clique sur DX1. Donc là, j'ai une série donc différenciée une fois. Et je vais vérifier donc si ma série, maintenant, elle est bien stationnaire ou non. Donc, je vais commencer toujours par le graphique pour avoir une idée donc sur, en fait, voilà le graphique. Voilà. Je remarque que par rapport à tout à l'heure, donc où en fait notre série X1 était une série donc qui avait une tendance donc à la hausse. Ici, on remarque que notre série, elle est en train d'osciller, de varier autour de 0, donc autour en fait de la moyenne, donc E de x égale à 0. Donc, ce qui en fait, cette allure présente bien, d'accord, l'allure d'une série qui est stationnaire. On peut donc par la suite, mais il faut le faire, pas on peut uniquement, mais on doit le faire. Également, on va essayer d'analyser le corrélogramme. Voilà notre corrélogramme. On remarque que la corrélation, notamment simple, elle est totalement différente de tout à l'heure. Donc, elle n'est plus de type, en fait, de type où on a toutes les valeurs qui sortent de l'intervalle de confiance, mais ici, donc, quelques pics uniquement, mais surtout, ce qu'on remarque que, en fait, au bout de quelques temps, regardez bien, donc, il y a une certaine décroissance, mais vite fait, la série, elle s'annule. Regardez bien, la série, elle s'annule. Au bout de la quatrième, cinquième, hop, sixième, ça y est, elle s'annule. Voilà, ça, c'est une caractéristique donc d'une série stationnaire. Il ne s'agit pas d'une marche au hasard, donc toutes les probabilités ici de Q-stat sont en fait nettement ou largement donc, inférieures à 5%. Le processus est bien à mémoire, donc ce n'est pas un processus sans mémoire, c'est un peu bien un processus à mémoire. Et il existe donc une représentation dans la classe des processus ARMA. Une remarque très importante, c'est que le processus ARMA, d'accord, les processus ARMA ne sont valables que pour les processus stationnaires. Donc, c'est-à-dire, on oublie maintenant notre série X1 et on va travailler avec la série DX1, c'est-à-dire la série différenciée une seule fois. Bien. Maintenant, la prochaine étape donc, de la méthodologie de Box and Jenkins, c'est-à-dire on a en fait, ça y est, on a passé donc, aux différences premières, on a stationnarisé notre série. Il s'agit maintenant d'analyser les corrélogrammes simples et partiels afin de déterminer les ordres P et Q du processus ARMA. Alors pour cela, donc, on va se baser sur le corrélogramme simple et partiel. Alors, l'analyse du corrélogramme simple, comme je l'ai dit tout à l'heure, va nous permettre d'identifier l'ordre
d'accord? L'ordre de retard Q moyenne, donc de processus moyenne mobile. Par contre, l'analyse de l'autocorrélation partielle va nous permettre d'identifier l'ordre P, d'accord, du processus AR. À la lecture donc, de ces deux corrélogrammes, nous pouvons dire que, regardez bien le pic au niveau du premier retard, aussi bien pour le corrélogramme simple que pour le corrélogramme partiel. Donc, on peut dire que tout d'abord, que notre processus, il s'agit bien d'un processus de type ARMA d'ordre 1-1. Donc, également, on remarque des pics au niveau, surtout un pic très important au niveau donc de deuxième en fait retard pour l'autocorrélogramme simple. Donc, ceci est valable pour un AR de type 2. Donc, je m'explique. Je vais le mettre ici, donc, au niveau de notre... je m'excuse. Voilà. Donc là, c'est le premier pic. Donc, c'est un processus MA1. Là, c'est un premier pic aussi de l'autocorrélation partielle. Donc, c'est une caractéristique d'un processus AR1. Également, le deuxième. Donc, ceci nous renvoie en fait à un processus AR, donc 2. Là, en fait, là, on peut le remarquer, on peut aller jusqu'à même 3, d'accord? Mais c'est très rare d'obtenir en fait de processus donc ARMA d'ordre donc 3-3. Mais en fait, je peux en fait vous donner donc la raison avec au niveau de l'estimation. On va voir pourquoi on ne va pas l'adopter. Alors, les différents processus qu'on peut avoir. Donc, on peut avoir des processus de type ARMA donc 1, 0, ARMA 0, 1, qui ne sont pas plausibles, hein, parce qu'en fait, on remarque bien que c'est plutôt ARMA 1, 1. Ici, qui est très plausible, parce que le 2, on a deux, en fait, les deux qui sont présents, ou bien ARMA surtout, on peut le remarquer, de type 2A. On peut même vérifier donc un ARMA de type 2,2. Alors, comment cela? Donc, comment on peut vérifier et quel processus on va choisir? Pour cela, on va se baser en fait sur les critères d'information IKK, AIC et Schwartz. D'accord? Et on doit en fait choisir le modèle qui minimise ces critères. Donc, on doit choisir, je répète, on doit choisir le modèle dont les deux critères généralement les plus utilisés, celui donc de IKK ou de Schwartz, c'est critères d'information, c'est-à-dire qui vérifie bien donc le principe de parcimonie. Le principe de parcimonie, c'est-à-dire reprendre la réalité avec le minimum donc, de paramètres possibles. C'est pour cette raison donc qu'on va minimiser ces deux critères. Alors maintenant, comment on va passer à l'estimation et quel modèle choisir? Donc, c'est ce que nous allons voir. Alors, et pour cela, donc, on va dans Quick, donc Estimate Equation. On avait dit donc qu'on va travailler avec notre, donc on va laisser ici regarder donc l'option, c'est la première, donc List Squares, donc voilà NLS ou ARMA. Donc nous on cherche à voilà à faire une estimation de modèle de type ARMA. Donc ça c'est DX1, c'est notre quelqu'un il a ouvert son micro, quelqu'un veut parler? Oui. Non monsieur حل وحده هكاك نزلت عليه مش بالعاد. C'est pas grave. Hein. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais peut-être je vais terminer l'idée, comme ça vous allez mieux comprendre. Donc, on avait dit qu'on va travailler avec la série différenciée, donc DX1. Donc, on avait dit que c'est un modèle avec dérive, donc C, la constante. Et puis, donc, on avait dit que, donc, on aura en fait un AR d'ordre 1. Voilà, donc AR1 et MA1. Donc, on va tester le premier modèle. Le premier modèle de type ARMA 1,1. On va oublier ARMA 1,0 et 0,1, hein, parce que 1,0 et 0,1, ce n'est pas possible, étant donné qu'on a deux pics ici. On n'a pas un seul pic, mais on a bien deux pics. Donc, on aura ici, donc je répète l'équation, DX1, C, c'est la constante,
AR donc d'ordre 1 et MA d'ordre 1. Et on fait l'estimation. On obtient ce tableau. D'accord? On vérifie bien ici. Donc, la première chose, regardez donc ce qu'on vous dit. Donc, la première chose, c'est l'estime. Donc, une fois on a estimé, c'est faire le test de significativité, le test de student. Ce qu'on peut remarquer ici, c'est qu'au niveau du test de student, on a bien, d'accord, des probabilités qui sont toutes aussi bien pour la constante, pour en fait AR1. AR1, c'est en fait le premier coefficient, hein, le coefficient θ1. MA1, c'est le coefficient alpha1, hein, d'accord? Donc, qui sont toutes significatives ici. Ce qui veut dire que notre processus, il est bien, d'accord? Il est bien de type ARMA 1.1. C'est un processus dont les paramètres sont tous significatifs. Alors, je vais noter les différents donc, critères d'information de Schwartz et de IKK. D'accord? Donc, je vais le noter ici. Donc, je vais reprendre peut-être là. Donc, je vais prendre là. Je vais noter comme ça. On va les reprendre par la suite. Voilà. Alors, ce que j'ai là, voilà. Donc, j'ai un processus, donc ARMA 1.1. Donc, ARMA 1.1. Voilà. Donc, là, j'aurai AIC et là, voilà, Schwartz. Ben, alors, pour AIC, donc, je vais le noter. Le AIC, donc, il est 5,255. 5,255. Voilà. Et il est là. Et il est là. Voilà. Et puis, donc, le Schwartz, 5,317. 5,317. 5,317. Bien. Maintenant, je vais passer à un processus de type ARMA 2.1. On va essayer si c'est vrai pour un processus de type ARMA 2.1. Donc, dans Estimate, je vais ajouter maintenant, voilà, un AR 2. Voilà. Un AR2. Donc, je remarque ici, voilà, donc ça, c'est la constante. Elle est toujours significative. Là, donc, c'est pour AR1, c'est toujours significatif. Pour AR2, c'est toujours significatif. Et pour MA1, c'est toujours significatif. Donc, là, le test de significativité, il est vérifié pour les 4 coefficients. Maintenant, pour trancher, je dois voir les deux critères IKK et Schwartz. Alors, pour le premier critère, donc IKK, donc, je vais noter donc, sa valeur qui est égale à 4,985. Donc, 4,985. 4,985. Pour le deuxième maintenant, Schwartz, donc 5,06. 5,0625 si vous voulez. Alors, ce qu'on peut remarquer ici, c'est que en fait, ces deux critères IKK et Schwartz sont nettement inférieurs ici. Regardez bien, c'est inférieur à 5,25, c'est inférieur. Donc là, je vais éliminer automatiquement un processus de type ARMA 1.1, puisqu'on avait dit, donc on choisit le processus qui minimise bien les critères de IKK et de Schwartz. Bien. Je vais continuer, je vais tester pour vérifier que c'est bien notre bon modèle ou bien non. Je vais faire une estimation pour un ARMA de type 2.2. Donc là, ARMA de type 2.2, donc MA, voilà. Donc, je vais MA 2.2. Voilà. Donc, OK. Bien. Ah, tiens, regardez, là, c'est pas vraiment intéressant. Je ne regarde même pas les critères d'IKK et Schwartz. Pourquoi? Est-ce que vous suivez avec moi? Allô? Vous êtes là? Oui, monsieur, oui. Ben, regardez avec moi. Là, AR1, la constante, elle est significative, 0. AR1, c'est significatif. AR2, c'est significatif. MA1, significatif. Par contre, MA2, est-ce qu'elle est significative ici? C'est supérieur à 5%. Est-ce que MA2 est significative? Non. Non, voilà. Donc là, on va éliminer. On ne va pas considérer, même pas, je regarde A ici. Pourquoi? Parce que MA2 n'est pas
donc significative, d'égale à 0, n'est pas différente de 0. D'accord? Elle est égale à 0. Elle est égale à 0. Donc, en fin de compte, ce qu'on peut dire, que notre processus ARMA de type, je ne vais pas aller plus loin, hein, c'est-à-dire je ne vais pas tester le 3-1 ou le 3-2, etc. Ce n'est pas la peine. D'accord? Donc, on peut le vérifier. Donc, que le processus de type ARMA 2-1, donc c'est le bon modèle. Voilà, c'est notre bon modèle pour, en fait, voilà, pour estimer notre série stationnaire liée, bien sûr, des X1. Maintenant, si je dois respecter, en fait, donc, les différentes étapes de mon processus, une fois qu'on a estimé donc, les paramètres, qu'on a déterminé l'ordre, qu'on a bien testé donc, les coefficients non significatifs qui vont être supprimés, donc je peux maintenant passer au test sur le résidu. Est-ce qu'ils sont des bruits blancs ou bien non? Alors, je reprends donc, le bon modèle. Le bon modèle, donc c'est ARMA, voilà, donc 2,1. Je vais éliminer donc, le MA2. Donc, ça, c'est mon bon modèle, vous voyez. Dans View, je vais faire maintenant Residual Diagnostic. Et je vais analyser aussi bien le corrélogramme simple de mes résidus que le corrélogramme au carré. Alors, le corrélogramme simple va donc me permettre donc, de voir si j'ai un processus sans mémoire ou bien non, ou est-ce qu'il est donc aussi donc, de type bruit blanc ou bien non. Donc là, je vais en fait voilà, choisir 20. Très bien, on remarque bien ici que notre corrélation est une corrélation simple ou partielle qui ne dépasse même pas l'intervalle de confiance, dont les probabilités de le Jinkbox sont toutes supérieures à 5%, ce qui veut dire que tous les roues donc, sont nuls. Donc, on a bien un processus sans mémoire qui est une caractéristique d'un bruit blanc. Je dois aussi donc vérifier le corrélogramme au carré pour avoir une idée un petit peu sur l'hétéroscédasticité. Je peux aussi faire le test. Vous voyez bien, donc le corrélogramme au carré également donc, nous envoie à une série aussi de type bruit blanc. On peut le confirmer avec le test Arch. Donc ici, hétéroscédasticity test. Donc je choisis Arch, d'accord? Et je fais le test. Je remarque que la probabilité, donc c'est un test de Fisher, donc test Arch, sur les résidus au carré. Donc la probabilité est nettement supérieure, regardez bien, à 5%, ce qui veut dire qu'on rejette H0, qu'on accepte plutôt H0, c'est-à-dire qu'on a bien donc, un résidu qui est ici de type homozétastique. Donc, pour conclure, ce qu'on peut dire sur notre série, donc notre série série X1, donc notre série X1, tout d'abord, c'est une série, donc, voilà. Donc, notre série X1, c'est bien une série qui n'est pas stationnaire. Donc, je vais écrire ici. Donc, supprimer. Voilà. Donc, X1. Donc, une série de type DS avec dérive. D'accord? Donc, on a passé donc, à DX1. Donc, c'est une série, on dit qu'elle est intégrée d'ordre 1. C'est-à-dire, il faut la différencier une seule fois pour la rendre stationnaire. Donc, on passe à DX1, qui est une série donc I0, c'est-à-dire stationnaire. D'accord? Donc, c'est une série, on l'a vérifiée, donc c'est une série stationnaire. On a testé donc, et on a identifié à travers les corrélogrammes simples et partiels, donc le processus ARMA adéquat. On a trouvé que c'est le processus 2,1. Donc, pour dire que notre série, en fin de compte, X1, c'est une série donc, de type ARIMA, I, donc pour dire intégré, d'ordre 1. Donc, AR, on a trouvé 2. I, on a trouvé 1. MA, on a trouvé 1. Et ça, c'est pour AR, donc c'est 2. Notre processus X1 donc, est de type ARIMA 2, 1, 1. Est-ce que c'est clair? Avez-vous des questions? Oui? Monsieur, l'intégration, c'est bon, ouais. Et l'A, c'est pour l'intégration, c'est-à-dire qu'on a différencié la série une fois pour la rendre stationnaire.
D'accord? D'accord. Bien. Hejel, ça fait. Avez-vous des questions? Badr? Monsieur واضح كل شيء. Ben, très bien. Donc, maintenant, on peut passer à la prévision. C'est-à-dire qu'on a bien cette série donc, qui est donc de type ARIMA. Donc, il y a une fonction qui s'appelle forecast. Regardez bien, on a estimate ici, forecast. Mais pour faire la prévision, donc, il nous demande dans l'exercice de faire une prévision pour les 3 prochaines périodes. Alors, on avait dit, nous, la période, c'est un mois. Donc, c'est-à-dire pour les 3 prochains mois. Mais avant cela, on doit faire une extension de notre série, puisque notre série, en fait, on avait dit que notre série, elle est observée, rappelez-vous, donc notre série, voilà, elle est observée entre le premier mois de l'année 2000 jusqu'au 4e mois de l'année 2018. Donc, nous, on veut obtenir donc, une prévision pour le mois 5, le mois 6 et le mois 7 de 2018. Alors, pour cela, dans commande, je vais faire expand. Expand pour dire que je vais augmenter la taille de ma série. Donc, voilà. Ici, donc, je vais noter non pas 4, mais 5, 6, 7. C'est-à-dire, donc là, je vais noter jusqu'à 7. D'accord? OK. Yes. Donc, je vais continuer. Donc, il m'a demandé de resizer. OK. Bon, là, je n'ai pas besoin. Alors, par la suite, donc, tout à l'heure, donc, j'ai estimé. Ça, ce n'est pas la peine. Donc, je vais aller directement dans équation. Oui, voilà, estimate. Voilà, donc ça, c'est mon équation. Donc, je vais aller dans forecast. Voilà, dans forecast. Vous voyez, donc la nouvelle série qui va appeler DX1F. F pour dire, en fait, forecast, c'est-à-dire comme prévision. Là, en fait, le forecast sample. Donc, pour nous, en fait, on va faire pour les 3 mois, c'est-à-dire donc de 2000, voilà, 2018, c'est-à-dire le 5, voilà, le 5e mois de 2018, le 6e mois de 2018 jusqu'à 7e mois de 2018. Voilà, je clique sur OK. Donc, il me donne en fait un petit graphique, mais ce qui m'intéresse, c'est surtout les valeurs. Donc, je vais aller dans mes différentes variables. Je vais trouver une autre variable qui s'appelle DX1F. Je vais cliquer là-dessus et je vais trouver, en fin de compte, les valeurs, voilà, les 3 dernières valeurs ici, regardez bien à la fin. Donc, c'est le mois 5, c'est le mois 6 et le mois 7. Mais attention, ces valeurs, ce sont pour les DX, hein, et ce n'est pas pour les X. Ça veut dire, donc, je m'explique. Donc, je vais reprendre ici. Oui, voilà, je vais reprendre ici. Voilà. Donc, regardez. Donc, j'ai ici 1,63. Ça, c'est en fait quoi? Le 1,63. Donc, ça, donc je peux faire un petit tableau. Ça. D'accord? Donc, j'aurai ici donc, le temps. Ça, c'est X1. Ça, c'est en fait delta X. Donc là, j'aurai en fait, je vais mettre donc X1. Et ça, c'est dx1. Et là, en fait, j'aurai les différentes valeurs. Donc, c'était le mois, donc on avait dit, on avait fait une prévision pour le mois donc 5, 6, 7. Je vais commencer par le mois 4, le mois 5, le mois 6 et le mois 7. Donc, pour le mois 4, donc X1 était égal à 741,9,90. Je peux le vérifier ici. Donc, ça, donc ce sont les différentes valeurs. Donc, X1, voilà. Voilà, 741, voilà, 911. Donc, il me reste 5, 6, 7. Donc, voilà. Donc, je vais noter maintenant les différentes valeurs que Views m'a données donc, pour la prévision. Donc, ce sont donc, les DX1. Donc, le premier, donc, c'est 1,63,4. Donc, 1. Donc, là, c'est 1,63,4. Voilà. Donc, par la suite, donc ça, c'est point 5, moins 6.
Le moins 6, c'est moins 0,64,3. Moins 0,64,3. Et le moins 7, c'est 1,333. 1,333. Donc, x, donc, x0,5. Comment je vais l'obtenir, x0,5? À votre avis, comment je vais obtenir x0,5? Rappelez-vous que ici, donc, dx1, c'est quoi? C'est xt moins xt moins 1. D'accord? Donc, si j'ai ici dx5, normalement, c'est x5 moins x4. Donc, pour obtenir x0,5 ou x5, c'est la même chose. Donc, c'est égal à dx5 plus x4. D'accord? Donc, je vais faire, en fait, 741 plus 1, 634. Donc, je vais trouver à peu près donc, dans les 743 et quelques. x6, c'est plus, donc je vais trouver 742 et quelques. Et plus également, donc je vais trouver 744 et quelques. C'est-à-dire, à chaque fois, donc je vais ajouter et je vais trouver, en fait, mes prévisions pour x1. D'accord? Est-ce que vous avez des questions? Oui? Vous êtes encore là? Oui, oui. Oui, monsieur. C'est un peu flou? Oui, الحقيقة. C'est normal, c'est normal. Alors, ce que je vous conseille de faire, regardez, essayez de revisualiser l'enregistrement. Je vais, en fait, voilà, j'ai fait l'enregistrement de la réunion. Vous allez essayer de revisualiser, essayer de refaire vous-même petit à petit, même pas avec views, mais essayez de suivre les étapes, d'accord? La semaine prochaine, je vais faire l'analyse pour les deux autres séries, c'est-à-dire il me reste la série X2 et la série X3. Et vous allez certainement mieux comprendre. C'est normal, c'est la première fois que vous voyez ça. C'est tout à fait normal que c'est un peu flou pour vous pour l'instant. OK? Ok, monsieur.